Merci de nous retrouver, chers internautes, sur ce plateau du grand débat de Financial Afrique qui aujourd'hui va faire un focus sur le Fonds monétaire international, le FMI. Pour en parler, nous avons sur ce plateau aujourd'hui M. Ratimandressi Rivolala. Il est CEO de la rencontre des entrepreneurs. Bonjour Amadjigen. Bonjour Rivo. Et à ma droite, nous avons M. Adam Awad, directeur de publication de Financial Afrique. Bonjour Adama. Bonjour Amadjigen, bonjour Rivo Ratimandressi. C'est un plaisir de vous retrouver. Pareillement Adama. Bonjour à tous. Alors Adama, nous allons commencer par savoir qu'est-ce que les FMI. Oui, une question complexe puisque on a pratiquement, notre génération, on a grandi à travers cette peur de voir nos chefs d'État tous les mois aller à cet examen, à ce fameux examen des comptes publics devant le FMI, au passage devant le conseil d'administration du FMI, au décaissement qui étaient parfois accueillis comme des marches, des victoires à la Coupe d'Afrique des Nations, puisque tout chef d'État se gargarisait d'avoir réussi à être bien noté par le FMI, à décaisser de l'argent auprès du FMI. Alors, donc, ça, c'est un petit peu cette dépendance, peut-être, qui est finalement l'une des caractéristiques vues de l'Afrique, du FMI. Mais le FMI, ce n'est rien d'autre qu'un système monétaire international qui a été mis en place au lendemain de la grande conférence de Bretton Woods, donc 1944, après presque la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'était une institution mise en place en même temps que la Banque mondiale par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, à savoir le grand vainqueur d'abord, les États-Unis d'Amérique, donc qui non seulement l'hébergeaient, mais en contrôlaient l'effectivité, à travers aussi un autre grand vainqueur, c'est la Grande-Bretagne, donc un empire déclinant, mais qui restait encore très puissamment représenté au sein de cette institution, puisque je vous rappelle qu'il n'y avait pas moins que John Maynard Keynes, le grand économiste qui a structuré l'économie du XXe siècle, donc à travers ses idées sur la croissance, sur la monnaie, etc., sur la richesse des nations, mais aussi un économiste beaucoup moins visible, un certain White, qui était son assistant et son partenaire, et ce sont tous les deux qui ont imaginé la mise en place d'un système de stabilisation entre les monnaies du monde entier, parce que la grande hantise après la Deuxième Guerre mondiale, qui économiquement peut être interprétée comme une conséquence de la Grande Dépression 1929, la crise de 1929, jusqu'en 1933. Et cette crise était née d'une dévaluation très forte entre les monnaies, donc d'une crise qui était née d'un manque de confiance. Donc le FMI devait faire en sorte qu'il n'y ait jamais de crise entre les monnaies, donc assurer un système de change pratiquement stable et en même temps éviter donc des dévaluations monétaires, faire en sorte qu'il y ait la prospérité. Alors, c'était le maître mot du FMI. C'était assurer la prospérité monétaire. Et maintenant, le problème, c'est que, vu de l'Afrique, nous vivons plus l'austérité monétaire depuis les indépendances. Mais est-ce la faute du FMI? Pour moi, c'est ça la question fondamentale. La question qui me vient à l'esprit après cela, c'est de savoir quel est le rôle des organismes internationaux comme ça, notamment les FMI, sur les économies africaines. Écoutez, les pays africains, quand ils ont obtenu leur indépendance, ils avaient deux préoccupations. Je parle sous le contrôle d'un grand socialiste, M. Rivo, pour ne pas... voilà. Effectivement. Donc, la première préoccupation, c'était la souveraineté politique internationale, c'est d'adhérer à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Donc, ça s'est fait sans embâche. Et le deuxième réflexe, c'était d'adhérer aussi au FMI et à la Banque mondiale, au système de Bretton Woods. Donc, nous avons été membres et malheureusement, juste après la grande période de prospérité, 1960, je dirais 1973, où tout allait bien, les matières premières se vendaient bien, le cacao était au plus haut. Et donc, durant cette période, je dirais que c'était la belle période, la belle époque. Et à partir de 1973, il y a eu ce choc pétrolier que vous connaissez, qui a fait que le lendemain, et tiens, c'est toujours d'actualité, du conflit entre Israël et les États arabes.
l'Arabie Saoudite, pour punir l'Occident, a décidé de couper le robinet du pétrole. Et du jour au lendemain, le prix du pétrole a été multiplié par 3 et a atteint des sommets. C'était le choc pétrolier de 1973. Donc, à partir de ce choc pétrolier, il y a eu aussi 2 ans auparavant le découplement entre le dollar et l'or. Donc, ce qui fait que aussi on a assisté à une guerre des monnaies aussi, puisqu'il y a eu une expansion monétaire sans précédent sur le dollar. Il y a eu le débit des dollars même qui sont émis en dehors des juridictions américaines. Par exemple, les eurobonds. Les eurobonds ne sont d'autres que des systèmes de prêts négociés en dollars, mais en dehors des territoires américains. Donc, tout cela a abouti dans les années 78-79 à la fameuse crise des ciseaux, c'est-à-dire, d'une part, la hausse des taux d'intérêt et d'autre part, la baisse des matières premières qui étaient les principales ressources des pays africains. Donc, la conjugaison de cette hausse exponentielle des taux d'intérêt qui a augmenté les dettes africaines, donc les services de la dette africaine, et d'autre part, la baisse drastique des cours de matières premières a fait qu'on s'est retrouvé avec des pays qui n'avaient plus d'argent et qui devaient beaucoup plus d'argent. Donc, c'est la fameuse politique d'ajustement structurel des années 80, le PAS. Et nous, vu sous notre licarne, c'est ça qui structure nos relations depuis avec le FMI. On pense toujours, et sous fond de reproche, que c'est le FMI qui a voté les politiques de PAS, qui les a imposées aux pays africains. Et là, je ne suis pas d'accord avec vous. Donc, on va passer à Revo. On voit que le FMI, actuellement, est souvent décrié, surtout pour sa politique sur les économies africaines. Quel est votre avis là-dessus? Alors, peut-être juste pour compléter ce qu'Adama a dit, peut-être pour nos téléspectateurs, parce que pour qu'on voit bien, donc effectivement, la mission du FMI à l'issue de Bretton Woods, c'était de en fait assurer la stabilité monétaire en fait de l'ensemble des pays, parce qu'Adama l'a rappelé, la crise de 29 en fait est venue justement du fait qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a une volatilité trop importante entre les taux de change. Le FMI est venu, a été constitué justement avec pour mission principale jusqu'en 71, 15 août 71 exactement, quand Nixon est arrivé à la télé en disant effectivement que c'est la fin de cette fameuse parité or et dollar. Donc, il n'y avait pas de problème en termes de parité entre les monnaies parce que tout dollar, la monnaie de référence était le dollar, était convertible en fait en or. C'était ça en gros la chose. Et la mission du FMI a évolué. C'est-à-dire qu'à partir des années 70, effectivement, sortie de standard or, choc pétrolier, le FMI devait donc changer sa mission. Et c'est comme ça, en gros, que le FMI, sa mission est devenue justement, devenu avec le temps, le prêteur de dernier ressort pour tous les pays qui ont un problème de balance de paiement. Donc, c'est quoi les balances de paiement pour nos téléspectateurs? En gros, le balance de paiement, c'est un document comptable qui répertorie l'ensemble des flux de biens et de services et de capital en fait, que le pays effectue vis-à-vis d'un autre pays. Très bien. Maintenant, Adama l'a rappelé également, il y a eu des crises entre-temps, hein, donc peut-être, j'imagine, on aura l'occasion de parler, les crises de Mexique, les crises asiatiques, les crises russes, etc. Et tout. Donc, le FMI est venu en tant que prêteur, voilà, à chaque fois en tant que prêteur, du moins de dernier ressort. Il est venu en pompier. Bien, exactement. Mais en gros, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut que les Africains comprennent en fait une chose. C'est que le FMI, c'est un prêteur de dernier ressort. Personne, le FMI n'a jamais obligé, ça à leur décharge, le FMI n'a jamais obligé qui que ce soit de prendre leur argent. Ce sont plutôt nos États, parce qu'ils ont besoin du moins d'argent pour financer du moins leur déficit, essentiellement, trouvent le FMI. Mais comme dans la vie de tous les jours, en fait, quand vous êtes un individu ou une entreprise, vous avez besoin de capital, vous allez voir une banque ou une institution, ou du moins une institution financière. Ces institutions-là, ils ont des demandes, ils ont des exigences. Mais est-ce que ces États africains ont le choix? Mais justement, mais si, et c'est là en fait, c'est-à-dire que, et c'est là où je vais en venir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos États, le fond de nos problèmes, c'est quoi? C'est que nous avons, aucun de nos États africains n'a un écosystème, n'a suffisamment en fait, des écosystèmes suffisamment profonds pour pouvoir, par exemple, lever l'argent dont ils ont besoin pour financer leur économie. C'est ça, en gros, dont il s'agit. Donc, en gros, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous n'avons pas suffisamment d'entreprises viables qui créent de la richesse pour pouvoir, en fait, contribuer à l'économie. Et comment? Via les impôts. Donc, d'où la question de l'informalité, c'est-à-dire que l'informalisme, c'est ça,
exigu de notre écosystème demain qui pose problème. Parce qu'en gros, c'est quoi? L'État n'a qu'une seule ressource. Essentiellement, la ressource principale, c'est l'impôt qu'il lève auprès de ses citoyens et auprès des agents économiques qu'on appelle l'entreprise. Mais quand vous n'avez pas suffisamment, qu'est-ce que vous faites? Mais vous partez finalement, donc empruntez. Donc, normal, ces personnes-là, ils ne sont pas des bons samaritains à Madjigan. Adama aussi, donc d'accord avec moi. Ils ont des conditions. Et donc, ils disent, OK, ce sont des personnes, effectivement, qui ont été beaucoup influencées par l'idéologie libérale à l'époque. C'était vraiment qu'on appelle, j'ai oublié le nom, le théoricien libéral. Keynes. Non, pas Keynes. White. En fait, Ricardo. il y a un autre dans les années 70. Bref, je vais le trouver le nom. Friedman. Voilà, Milton Friedman. Donc, le truc assez simple. Ils disent, OK, c'est quoi? C'est-à-dire que pour eux, c'est qu'une économie devrait être privatisée jusqu'au tout. Santé, éducation, etc. Et tout. Donc, les pays africains, c'est les pays, nous avons un héritage de colonialisme français, ce qui fait que l'État-providence, c'est l'État qui fait tout. Et donc, ils vous disent, parce que eux aussi, ils placent en fait, c'est l'argent qu'ils placent. Donc, afin que vous puissiez leur rembourser l'argent, qu'est-ce qu'ils disent? Mais écoutez, on va vous donner des recettes, des indications, ou peut-être vous n'aimez ou vous n'aimez pas, qui donnent le plan d'ajustement structurel, afin que vous puissiez rembourser l'argent qu'on vous a donné avec les intérêts. Et pour ça, ils disent, OK, quand vous n'avez pas suffisamment, quand votre économie n'est pas suffisamment libérale, vous devez libéraliser. Et c'est comme ça qu'à partir des fins des années 90, dans l'ensemble de nos pays, tout le monde se soignait en public. Les hôpitaux publics étaient performants. Les écoles publiques étaient performantes. À partir des années 90, le FMI est passé par là et disent, écoutez, nous, notre argent, pour que vous puissiez nous rembourser notre argent, vous devez privatiser les hôpitaux, vous devez laisser les cliniques s'installer. Et via l'argent que les cliniques devront faire, l'État est présupposé recruter plus d'argent pour nous rembourser. C'était ça, en fait, la logique derrière. Mais comme toute théorie, des fois, en fait, il y a une réalité qui est là. Et la réalité fait que la population africaine a supporté, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ça. C'est ce qu'on nous a présenté comme quelque chose, en fait, qui allait nous révolutionner. Au contraire, ça nous a complètement tués. Et peut-être, j'espère qu'on aura l'occasion de le dire. D'ailleurs, dans les années, et surtout au niveau de l'éducation et la santé, le FMI a fait son mea culpa dans les années 2000. Il reconnaissait que comment dirais-je, leur indication comme quoi ce qu'il fallait faire était tout simplement, en fait, aller complètement à la rencontre de ce qu'il fallait faire, parce que, au contraire, ça a davantage appauvri l'ensemble de nos pays. Voilà. Donc, Adama, vu qu'on en est au prêt, je voulais savoir comment ça se passe, ces prêts du FMI qui sont souvent accordés avec des conditions qui sont assez lourdes pour les États africains. Alors, moi, je dirais déjà qu'en ce qui concerne le Fonds monétaire international, souvent ces prêts sont beaucoup plus accessibles que les prêts privés consentis à travers les eurobonds. Parce que le FMI, en réalité, son rôle, ce n'est pas de se faire de l'argent. Son rôle, c'est d'assurer une stabilité monétaire entre les pays membres. C'est 180 pays membres. Et là, pourquoi le FMI, justement, s'est engagé dans le programme d'ajustement structurel avec les pays africains? C'est parce que quand même, il y a pour revenir aux origines, il y avait une phrase que les deux économistes disaient, répétaient, et je répète, c'est Keynes et White, c'est de dire que la prospérité est indivisible. C'est la leçon des années 30 qui ont mené à la Grande Dépression, à l'hyperinflation, au désir de revanche de l'Allemagne et finalement à la guerre mondiale. Donc, puisque la prospérité est indivisible, quand un des pays membres est en difficulté, il faut voler à son secours. Donc, c'est ce principe qui a conduit les pays puissants, à travers le programme d'ajustement structurel, à appuyer les pays africains qui étaient carrément en cessation de paiement au début des années 80. Et de 1980 à 2000, ils ont appliqué un remède de cheval, effectivement, qui a été très mal perçu par les populations africaines, puisque l'idée, c'était de dire à l'État, il faut renoncer à certaines dépenses. Il faut couper. Et on a coupé à la hache, sans discernement, et on a coupé sur tout le budget de l'éducation nationale. Ce qui fait que les grandes écoles publiques que nous avions, qui ont formé cette génération que j'appelle la génération désabusée, à laquelle je me réclame, la génération des passes,
puisqu'on est arrivé au milieu, c'était au milieu de nos scolarités, on n'avait plus de bourse, on n'avait plus de... Les cahiers, on les a eu à la maternelle, ensuite, il n'y avait plus de cahiers, il n'y avait plus rien. Et on disait aussi, il y avait un système où dans une classe, on mettait plusieurs classes, en fait. Et en même temps, la santé aussi, on a tout coupé, plus de vaccins gratuits, plus de PMI, plus de dispensaires, ça coûtait cher. Et puis, il y a eu quelque chose encore, en effet, beaucoup plus pervers. C'était le FMI a poussé les États à se couper les bras. Tu es malade, tu arrives, je te dis, écoute, coupe-toi le bras droit, le bras gauche, comme ça, on va équilibrer ton poids. Et c'est ce qui a fait que la Côte d'Ivoire, par exemple, est rentrée à rebours et à contre-cœur, puisque le président Houphouët-Boigny n'en voulait pas, dans la privatisation de ces industries et de ces industries productrices. Et ils ont été obligés de se séparer de la plupart des entreprises et de les céder. Le Sénégal, de même, n'oubliez pas que le Sénégal était l'un des fleurons industriels de l'Afrique occidentale française. Et du jour au lendemain, on a dit non, non, ça ne marche pas, il faut s'en séparer, il faut privatiser. Mais attention, ce remède était appliqué du nord au sud. Les pays du Maghreb aussi l'ont subi, comme nous. Mais à la grande différence de l'Afrique subsaharienne, le Maghreb a fait quelque chose, et c'est là où peut-être il faut rendre hommage à un génie, Hassan II, le feu roi du Maroc, qui avait bien compris le pass et qui l'a appliqué, mais de manière, je dirais, royale. Puisqu'ils ont privatisé, mais au profit des acteurs marocains. Là où nous, on a ouvert la porte pour dire aux multinationales, venez reprendre nos entreprises au rabais, eux, ils se sont dit, c'est l'occasion de créer un secteur privé fort, local. Alors, par exemple, la BMCE, la Banque marocaine pour le commerce extérieur, qui deviendra plus tard, après la grande reprise Bank of Africa, a été donnée de manière discrétionnaire à un homme d'affaires. A été, bon, dans le cadre d'une privatisation, bien sûr, à Othman Benjeloun, qui est devenu le milliardaire Forbes qu'on connaît aujourd'hui. Les exemples sont nombreux. Mais en Afrique subsaharienne, on n'a pas eu cette présence d'esprit de privatiser. Privatiser, il le fallait, parce que les échecs des politiques publiques étaient là. Je ne reproche pas au FMI d'avoir prescrit à l'État de se désengager de certaines activités et de le céder au secteur privé. Mais je reproche à nos gouvernements de ne pas avoir saisi la balle au rebond et de dire nous allons profiter de cette brèche pour permettre à des acteurs locaux de reprendre ces activités et de créer des Dangote, etc. Et c'est justement, c'est-à-dire que là, l'exemple du Maroc, effectivement, c'est très intéressant. C'est très bien que là, tu l'as rappelé, parce qu'effectivement, ils ont su aujourd'hui. En fait, c'est une stratégie. En fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ne soyons pas naïfs. Aujourd'hui, tous les débats autour du FMI, c'est quoi? C'est que tous les pays émergents, les BRICS, en gros, donc, ce nouveau monde, réclament en fait un équilibrage au niveau du FMI. Pourquoi? On va peut-être revenir un peu à la composition du FMI. Le FMI, c'est composé en fait des pays, c'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle les quotes-parts. Selon le poids de chaque pays, en fait, c'est-à-dire que selon le poids économique de vos pays en fait dans le monde. Donc, quand vous intégrez le FMI, on vous attribue les quotes-parts. Et jusqu'aujourd'hui, forcément, ce sont les nations occidentales qui pèsent le plus. C'est-à-dire que le FMI, c'est un instrument de domination. C'est-à-dire que nous, comme je l'ai dit, en fait, c'était traversé par cette idéologie libérale développée par les libéraux, parce que c'est ça aussi, hein. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir, via cet échec, c'est vrai, c'est ça la complexité de la chose. Effectivement, c'est que l'État est un mauvais gestionnaire, et quelle est la solution? Et tout le monde disait, finalement, donc Friedman en tête, disons effectivement, privatisons tout parce que seul le privé peut donner les saluts. Mais c'est bien après qu'on s'était rendu compte, en fait, que tout ne peut pas être privatisé. Par exemple, moi, je suis chef d'entreprise, aussi paradoxal que ça puisse paraître, je fais partie de ceux qui refusent, par exemple, c'est-à-dire qui ont toujours milité pour qu'il y ait des domaines de l'économie qu'on ne peut pas privatiser, dont la santé et l'éducation. Vous ne pouvez pas, en fait, parce que pour moi, ça, c'est les domaines régaliens de l'État. L'État, demain, devait les assumer. Bien. Donc, le FMI, aujourd'hui, a un problème de quote-part. C'est-à-dire que les pays, aujourd'hui, le FMI est resté dans les années 70 où les Américains, les Français, ou du moins les Européens dominent le FMI. Pour preuve, il y a un règle tacite qui fait que la Banque mondiale, c'est dirigée par les Américains et le FMI, en fait, dirigé par les Européens. Les Français, ce sont eux qui ont le plus de dirigeants. D'ailleurs, Christine Lagarde, Dominique Strauss-Kahn,
Il y avait d'autres, le nom de l'autre m'échappe, mais voilà. Moi, c'est comme ça fonctionne. Donc, ces gens, lorsqu'ils vous donnent de l'argent, ils cherchent en fait comment on appelle, une recherche de croissance externe à leur économie, à leur entreprise. Et que de beau, que mieux faire que demander à un État, le Congo, Madagascar, Mauritanie, peu importe, de dire, OK, Sénégal, vous devez ouvrir votre économie, du moins votre domaine de santé. Et comme par hasard, qui sont les entreprises qui vont prendre, du moins qui vont acheter, comme dit Adama, en plus, à prix vraiment vil prix, du moins ce sont ces entreprises étrangères. Donc, c'est ça en fait, déjà, donc, je voulais juste que, il ne faut pas que nous soyons naïfs, c'est que c'est un instrument de domination, d'accord? Maintenant, le problème en fait, le problème de fond, c'est quoi? Effectivement, je suis d'accord avec Adama, le roi du Maroc, le feu Hassan II, a eu cette clairvoyance par rapport à son écosystème. Aujourd'hui, le Maroc, tous ceux qui voyagent au Maroc, vous disent en fait que le Maroc est à part. C'est-à-dire qu'ils ont bien avancé par rapport à l'infrastructure, etc. et tout, du moins ce qu'ils ont pu faire. Ils ont un écosystème solide. Peut-être pas aussi fort qu'ils le souhaitent, mais solide déjà. C'est eux aujourd'hui qui importent, du moins qui exportent les fruits quasiment dans l'Afrique subsaharienne. Ils exportent, ils ont même devenu une menace pour tout ce qui est agriculture européenne. C'est ça que j'appelle en fait un écosystème solide. Nous, Africains, nous maintenant subsahariens, c'est ça le sujet. Quand on fait nos dirigeants, quand ils ont fait ce genre du moins de privatisation, à part tous les corruptions, c'est-à-dire que c'est pas bien de généraliser, mais c'est essentiellement ça. J'ouvre, je te donne de l'argent un petit peu, toi c'est bien pour toi, mais pour l'économie et pour le reste du pays, il n'y avait pas grand-chose. Donc du coup, quand vous avez ça, une fois encore je le dis, le FMI, c'est comme tout prêteur qui donne de l'argent. Ils veulent s'assurer que ce qu'ils vous donnent, même Adam a dit effectivement tout à l'heure, qu'ils ne s'intéressent pas trop à l'argent, un petit peu quand même parce que les gens, parce que tout le monde en fait tourne autour de ça. C'est-à-dire que quand le FMI demande des quotes-parts, c'est-à-dire que quand ils demandent à des pays qui ont plus du moins de trésorerie ou du moins de capital disponible à investir, ces pays-là, ils vous disent en fait leurs conditions parce qu'eux-mêmes, ils sont tributaires par rapport à leur pays. C'est-à-dire que le capital qu'ils ont, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils fassent fructifier justement pour investir chez eux. Donc, et puis je finis juste, en fait, ce que je dis juste par là à Madigan, c'est que les pays africains, nous pays africains, en gros, pour moi, quelque part, c'est dur ce que je veux dire, mais c'est notre faute en fait. Et notre faute, nous tous, c'est pas le dirigeant, parce que les dirigeants viennent là parce que c'est nous qui les avons choisis. En fait, je voulais rebondir un peu sur ça, c'est que donc la faute, le problème donc c'est pas le FMI. Non, absolument pas, absolument pas. Le problème donc c'est la manière dont les États africains se sont appropriés des prêts du FMI. Effectivement, parce que la manière dont ils ont négocié. Effectivement, parce que comme j'ai dit en fait à l'entame de mon propos, le FMI c'est un prêteur de dernier recours. C'est-à-dire que quand vous avez des problèmes, mais comme d'habitude. Si je fais le parallélisme en fait avec les startups demain qui lèvent les fonds, qu'est-ce qu'on dit aux startups qui veulent lever des fonds? Ne levez jamais des fonds lorsque vous en avez besoin parce que vous allez avoir des problèmes. Est-ce que tu comprends ou pas? Parce que tu n'es pas en position de négocier quoi que ce soit parce que les gens savent finalement que s'ils ne donnent pas l'argent, tu vas flancher. Et tous les pays africains, c'est exactement ce qu'ils font. Le Ghana, c'est-à-dire quand ils ont des problèmes, c'est là qu'ils vont voir le FMI. Or que, et puis je laisse Adama réagir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le FMI, c'est comme tout un... En fait, le FMI a beaucoup d'instruments. Il y a beaucoup d'instruments de financement. Il y en a vraiment une myriade. Les plus connus, c'est les facilités élargies de crédit, le mécanisme élargi de crédit, parce que les facilités élargies de crédit, vous n'avez pas de taux d'intérêt, mais il y a des conditions. Donc, c'est pour ça qu'on dit on va voir le FMI. Mais sinon, le FMI, ils ont toute une panoplie d'instruments sur lesquels, en fait, on peut s'appuyer à court terme, à moyen terme, à long terme, selon. Mais c'est vraiment notre faute. Et ça, quand je dis notre faute, c'est chacun d'entre nous. Cette fois-ci, ce n'est pas nos dirigeants, parce que c'est nous qui choisissons les dirigeants. Après, les gens vont dire, oui, mais tel dirigeant, nous ne les avons pas choisis parce qu'ils sont arrivés finalement là sans qu'on donne leur accord. Donc, cette fois-ci, le Maroc est un excellent exemple et merci Adama vraiment d'avoir rappelé. Je ne dis pas que le Maroc, c'est l'exemple absolu, mais pour nous, Africains, on devrait s'inspirer. Et je m'étonne toujours, ça c'est quelque chose pour moi qui est vraiment un mystère chez nous. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'arrive pas à copier ce qui marche. Sincèrement, le Maroc, c'est à côté. Ils étaient comme nous, ils ont fait comme nous, mais je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à copier ce qui marche au Maroc. Vous pensez à qui? Non, nous tous. Du moins tous les pays subsahariens, Sénégal, Congo, Bénin, Togo, Madagascar, Tchad, etc. Et tout. Bon, on n'arrive pas à copier. Il faut juste copier. Côte d'Ivoire, tout ça, là, copier ce qui marche. Et le Maroc aujourd'hui, pour preuve, le Maroc aujourd'hui, ils viennent plutôt prendre
occuper un point de nos économies, l'assurance, les banques, en termes d'agriculture. Ils viennent vendre leur savoir-faire. Mais nous autres, le Maroc, comment il a fait avant ça? Mais le Maroc a regardé ailleurs. D'ailleurs, pour preuve, à l'époque, Hassan II voulait être membre de l'Union européenne. pour dire. Mais le roi n'était pas fou. Quand vous regardez ça avec le recul, vous dites non, que oui, qu'il n'est pas africain, machin. Non, ils n'étaient pas fous. Ils sont à 14 km de l'Europe. Voilà. Ils s'étaient dit, tiens, pourquoi ne pas copier, en fait, ceux qui marchent? Maintenant, Adama, malgré ce débat-là qui se pose, il faut quand même dire que nos États continuent de solliciter les FMI. Donc, on peut citer l'exemple du Niger qui vient d'avoir aussi son décaissement. Kenya, le Congo, le Sénégal. Le Sénégal qui a été refusé par contre. Qui a été refusé, oui. Comme on dit, en réalité, moi je dis le FMI n'est pas un problème. Franchement, moi, je suis d'accord. Le FMI c'est un instrument international qui permet de stabiliser les monnaies entre elles parce que les économies du monde vivent d'échanges. Et pour qu'il y ait des échanges vraiment stimulateurs, il faudrait une sorte de système de stabilité, de stabilisation des monnaies et il faudrait quelque part des règles et des règles qui soient respectées. Donc le FMI, l'un de ses objectifs à travers les prêts, les décaissements plutôt, c'est en général de s'assurer que ces pays suivent les règles en réalité leur permettant aux acteurs économiques internationaux de pouvoir effectuer des transactions, des échanges commerciaux, etc. en toute sécurité. Parce que nos pays, par exemple, si vous entrez dans les programmes de facilité élargie de crédit, dans les mécanismes de crédit, en réalité, c'est juste l'observation de certaines règles, notamment en termes, par exemple, de ratio, de ratio d'équilibre macroéconomique. Le déficit budgétaire, la balance commerciale. C'est très important pour eux, ce déficit budgétaire, comme d'ailleurs le serait tout syndic de prêteurs. C'est très important, la dette, parce qu'on parle de la soutenabilité, c'est important pour eux et c'est un signal. C'est très important de voir aussi que les programmes puissent mener à cette prospérité promise depuis 1944. Donc, tous les rapports de FMI, en réalité, se suivent et se ressemblent. Moi, il m'arrive de les lire d'un pays à l'autre, mais on a l'impression que c'est presque la même chose. Et souvent, il y a une mission qui est dépêchée sur le terrain, et quand la mission arrive, vous voyez, tout le monde est en garde à vous en Afrique. Tout le monde est sur le qui-vive, puisque la mission, elle arrive de la même manière. Déjà, la mission est représentée souvent dans le pays d'accueil en Afrique, au sein du ministère des Finances ou de l'économie ou du ministère du Budget, par un représentant des FMI qui suit tout ce qui se passe à longueur de l'année. Et quand la mission arrive, donc tout le monde ouvre les portes de la présidence de la République au dernier ministère, à certaines grandes directions. Et ensuite, il y a une évaluation qui est faite, donc lors d'une fameuse conférence de presse en général, ou bien d'un communiqué, quand les résultats ne sont pas bons, c'est souvent un communiqué, et où le FMI rappelle un petit peu, en un langage ampoulé, ses conclusions. Et l'opposition se plaît à lire d'ailleurs ces conclusions, parce qu'elle essaie de déceler les petites critiques. Et souvent, les critiques, c'est de dire que le pays doit encore améliorer ses efforts en matière de contrôle budgétaire. Ça veut dire que ça ne va pas, que le taux de croissance est revu un peu à la baisse par rapport aux prévisions initiales de février. Alors là, c'est la timbale pour les opposants. En fait, nous sommes devenus à la longue un élève face à un maître. C'est-à-dire, on a dévoyé le système au lieu de nous focaliser sur comment dirais-je, la réussite de nos politiques économiques. On est plus concentré sur le satisfecit du FMI. Je suis d'accord. Parce que plus que le décaissement, puisqu'il y a beaucoup de pays qui sont sous programme, mais sans décaissement. Mais ce qui les intéresse, c'est que le FMI dise oui, ça se passe bien, ça se passe très bien. Et là, c'est le signal aussi qui est utilisé non seulement pour nos présidents en général pour faire face à leur opposition, dans des systèmes démocratiques que vous connaissez, mais c'est utilisé aussi par les grands bailleurs de fonds. Il y a des bailleurs, ils ne vont pas chez toi si le FMI s'ils n'ont pas lu le FMI, s'ils n'ont pas vu ce que le FMI pense de toi. Donc le FMI devient un prescripteur, c'est un pharmacien, donc dont l'avis est important pour que l'ordonnance
Mais Tu vois, alors, Madame maman, et Gambari. la population dans tout ça, parce qu'on se rappelle des récentes émeutes au Kenya Kenya. qui ont fait beaucoup de morts et qui ont été causées par Bien évidemment. les taxes qui ont été imposées. Des taxes pas imposées par le FMI, par le président Ruto. Oui, mais c'est ça pour qu'on a dit. répondre aux... Mais c'est ça qu'on a dit en fait. aux- C'est-à-dire que juste... Un excuse-moi. président démocratiquement élu. Oui, Oui, Par mais- Radomare. Mais là, c'est l'exemple parfait. Et puis, excuse-moi, Dama, juste, là, c'est l'exemple parfait. Comme je l'ai dit, ils prêtent de l'argent, mais ils veulent que leur argent soit retourné. Et pour que leur argent puisse être retourné, ils vous imposent, en fait, parce que c'est vous qui partez leur chercher. Ils disent, écoutez, vu ce que vous nous ramenez, vous n'avez pas suffisamment d'argent, donc vous devez lever de l'argent. Il y a un État lève de l'argent. Comment? Non, Il y a des impôts. la phrase consacrée, c'est que vous devez augmenter la pression fiscale. Et le Kenya, c'est ce qu'ils ont appliqué. Ils ont commencé à faire appliquer des taxes partout, y compris sur les produits numériques, sur les startups, Oui, sur tout ce qui constitue en fait la réussite du Kenya. Le Kenya, c'est Safaricom Country. On le connaît aujourd'hui, pas grâce au Safari, mais à Safaricom. Donc, c'est un pays, un écosystème très effervescent. Donc, toute la jeunesse kenyane serait au chômage, ni était justement les startups, etc. Et le système de paiement mobile, comment dirais-je, la mobile banking. Donc, le président est venu, il a commencé à relever, à appliquer des taxes partout et la population est descendue dans les rues. Et le ministre des Finances a été limogé. Et celui qu'on voit d'ailleurs dans cette vidéo-là, M. Mbadi, il a été nommé suite à ces émeutes et il appartient à l'opposition. C'est un personnage clé dans l'écosystème Raila Odinga. Et lui, il le dit, il critique le FMI, il s'en indigne, mais il était au FMI, il a été reçu comme tout le monde, il a attendu son tour, il a été appelé et il a présenté tout un programme de réforme. Un programme d'ailleurs audacieux où il dit nous allons baisser la TVA et nous allons en même temps faire en sorte que les Kenyans ne supportent pas la charge fiscale. Mais on est toujours dans la quadrature du cercle. Oui. Le FMI les maintient sous observation en disant que votre belle volonté de ne pas faire souffrir les Kenyans est recevable. Ouais, Mais hélas, quid de l'argent qu'on vous donne. notre argent? Il faut signaler que l'État a été obligé de rétropédaler, Et comment? d'abandonner la plupart des taxes. Et de limoger son cabinet. Oui, mais tout ça, c'est politique. Mais ce que je dis, c'est que c'est ça, en fait, qu'on attend de nos dirigeants. Ce qu'on a dit tout à l'heure, je pense que là, on est aligné avec Adama, c'est que le FMI n'est pas un problème. C'est-à-dire que le FMI vient juste en gros, c'est-à-dire que si vous ne demandez pas l'argent au FMI, il y a des pays qui n'ont jamais demandé l'argent au FMI. Le Sénégal du président Abdoulaye Wade avait, dans un bel élan, au départ, dit que nous allons demander l'assistance du FMI, mais sans décaissement. Voilà. Ce que je Le Ghana du président Nana Akufo-Addo l'avait prétendu en 2016 qu'ils vont mettre fin au programme avec le FMI, mais hélas, vous avez vu ce qui est arrivé au Ghana. Et c'est là où je dis, ne soyons pas naïfs. C'est-à-dire que, c'est ça que je dis en fait, ne soyons pas naïfs. C'est-à-dire que ça reste des instruments de domination. C'est-à-dire que, quand on dit en fait... Qu'est-ce que vous appelez domination chez Rivo? Là, par contre, je suis assez... Pourquoi domination? Si, ça reste quand même un instrument de domination. Pourquoi? C'est-à-dire que certes, effectivement, nous ne sommes pas obligés d'y aller, mais ils font tout quand même, finalement, aussi, finalement, pour que vous y allez. Comment? C'est-à-dire qu'une fois encore, c'est-à-dire que le Maroc, c'est un bon exemple. Aujourd'hui, c'est-à-dire que... Mais le Maroc n'en reste pas moins un très bon élève du FMI. Oui, bien sûr. Mais pourquoi quand on dit finalement que vous êtes... Donc là, c'est un très bon... je vais rebondir sur ton propos. Parce qu'il ne s'agit pas de... très bon élève. En général, un très bon élève, c'est que quand tu suis, c'est que le maître dit. Donc le maître dit quoi? Vous devez réduire ça. Déficit budgétaire, dette, inflation. Voilà. Donc, du coup, il faut absolument... C'est-à-dire que le FMI... Comme je dis, en fait, le FMI reste un instrument de domination. C'est ça, en fait, c'est ça mon propos. C'est-à-dire qu'il y a une grosse responsabilité de nos parts, Adama, de nos dirigeants surtout. Et c'est là on voit, en fait, c'est pas une question d'aller à Harvard, d'aller à Princeton, aller à HEC, tout ça. C'est une question vraiment, c'est-à-dire que comment vous dirigez, en fait, votre pays. Et une fois encore, la faiblesse de nos pays, je le dis, et peut-être là, je lance un appel à tous les entrepreneurs de nos pays, à tous nos jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat, c'est là où l'impôt, en fait, est citoyen. Si vous ne payez pas d'impôts, si vous ne contribuez pas, en fait, le pays est obligé d'aller chercher cette ressource qui manque, en fait, ailleurs. Est-ce que vous comprenez ou pas? Mais néanmoins aussi,
Là, vous parlez exactement aux souverainistes, je pense, parce que les autres, je pense. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que moi, je m'adresse à tout le monde. Soyons juste pragmatiques. C'est-à-dire que nous, en Afrique, je pense qu'on n'a pas le temps de faire nationalisme. C'est-à-dire que le souverainisme a une contrepartie. Soyons juste, en fait, pragmatiques. Vous dites que le souverainisme, finalement, a une contrepartie. Oui, bien sûr. Comme toute chose, Adama. Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas de contrepartie? Et la contrepartie, c'est quoi? C'est le comportement citoyen. Oui. Faire absolument. face à ses obligations. Bah oui, parce que si vous dites finalement que vous êtes souverainiste, que vous ne voulez pas justement aller voir le FMI pour financer votre économie, mais l'argent, il faut bien le trouver. Et nous, du coup, le problème, comme tu as dit tout à l'heure, on se coupe un bras, on s'occupe un deuxième bras, on se coupe une jambe, on n'a pas de banque centrale. Au pire, si vous avez une banque centrale, vous aurez pu en fait potentiellement imprimer vos propres Le on s'adresse à quelle entité? Comment? On ne comprend pas le on. C'est-à-dire que quand vous dites on, c'est l'Afrique qui n'a pas de banque centrale? Le système franc CFA, c'est-à-dire que c'est ce que toi tu es pour, c'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que par exemple là c'est l'exemple précis, c'est-à-dire que comme nous sommes dans une tourmente, nous n'avons pas beaucoup comment on appelle de balles en fait de main de nos fusils. On n'a pas suffisamment d'entreprises pour contribuer aux impôts. Vous n'avez pas de banque centrale. Vous êtes faible. En gros, c'est ça que j'ai dit, en fait, que nous ne sommes pas naïfs. Le FMI vous amène. C'est-à-dire qu'ils font tout aussi, parce qu'une fois encore, c'est un instrument de domination de l'Occident. L'Occident, c'est qui? C'est l'Amérique et l'Europe. Hein. C'est ça, l'Occident. Il n'y a pas autre chose. Et donc, le Japon. Ils vous empêchent. Oui, mais ceux qui dominent le Japon, jusqu'à preuve du contraire. Les samouraï bombs. Oui, mais utilisé par la Tunisie, par. Effectivement, par mais pays. Là, je parle peut-être de moins de l'Afrique subsaharienne. Donc, mon propos ici, juste en fait, dire que ça reste des instruments de domination parce qu'ils font tout pour que justement, quand on dit finalement que nous, on veut sortir demain du franc CFA, via des choses en disant non, c'est pas possible, non, c'est pas bien pour beaucoup de choses. Mais or que là, et puis je finis, et puis je te laisse Adama, c'est que on n'a pas de banque centrale. Et comment vous allez financer une économie? Vous n'avez pas de banque centrale et vous n'avez pas du moins une profondeur suffisante au sein de votre écosystème pour financer votre économie. Vous allez voir qui? Vous allez voir les mêmes. J'aimerais quand même aussi qu'on s'arrête sur un autre cas d'école qui est le Sénégal, qui vient de voir son décaissement retardé, si je peux dire, même annulé par les FMI. Qu'est-ce que ça signifie pour le pays? Alors, moi je pense que sur le Sénégal, il y a une communication du Premier ministre qui a dit qu'il y a des dettes cachées. Je pense que dans le langage du FMI, ça veut dire beaucoup de choses. On se rappelle que les dernières dettes cachées, on les avait agitées par rapport au Ghana, avant que le Ghana n'aille en banqueroute. On en avait parlé par rapport à la Zambie. On en avait parlé par rapport au Mozambique. Au Congo aussi. Et puis, dernièrement, au Congo. Donc, dette cachée, c'est un signal d'alarme dans le système du FMI. Et autre chose aussi, c'est que le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a dit que le déficit était 2 fois supérieur. Donc, ça veut dire que tous les calculs, toutes les estimations de soutenabilité du Sénégal tombent à l'eau. Et d'ailleurs, on a vu, tout juste après ces déclarations, c'est d'abord Moody's qui a dégradé la note du Sénégal, qui est maintenant en dessous de celle du Bénin, voilà, pays d'ailleurs modèle au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, à côté du géant ivoirien, qui a aussi été dégradé, je pense, par Standard & Poor's, et qui risque d'être encore dégradé par Fitch. Et c'est après que le FMI aujourd'hui, pour le décaissement, je pense que le FMI attend que la situation se clarifie, via justement le fameux rapport de la Cour des comptes qui est attendu, parce que le FMI, c'est ça qui l'intéresse, c'est le rapport de la Cour des comptes. Maintenant, est-ce que la Cour des comptes ne va pas se dédire par rapport à l'année 2020-2021, où son satisfecit est encore visible sur Internet? Est-ce que la Cour des comptes ne va pas se mettre en porte-à-faux avec l'IOMOA qui avait fait des évaluations plus que élogieuses du Sénégal? Est-ce que la Cour des comptes va se mettre en deçà ou en dessous de ce qu'avait fait le FMI entre, je pense, février et juin par rapport à ce même Sénégal, où d'ailleurs il y avait des applaudissements, je dirais. Finalement, je dirais qu'il faudrait quand même qu'on fasse très attention dans les déclarations publiques, aussi bien de la part des hommes politiques que des médias, parce que souvent, ce sont de simples articles de presse peuvent conduire un pays en banqueroute. Je vous rappelle le cas
Crédit Suisse, une banque centenaire, qui est tombée en banqueroute sur une simple rumeur relayée par un média. Oui, le repreneur aurait décidé de ne plus vouloir venir avec un double conditionnel, etc. Et finalement, les marchés qui s'agitent. Et en une semaine, Crédit Suisse est tombé. Et vous avez vu la suite. Crédit Suisse est racheté par UBS. Et le Sénégal, qui était jusque-là un très bon élève, à travers justement ses équilibres macroéconomiques. La dette était un peu élevée, mais bon, le FMI avait prévu qu'il y aurait un retour à la normale d'ici 2025. Et là, avec les déclarations du Premier ministre, on est carrément c'est le saut dans le vide. On ne sait plus maintenant à quoi s'en tenir. Donc, on est dans le flou total. Alors, pour le Sénégal, nous allons être obligés de faire... Laisse-moi juste au fait, parce que pour le Sénégal, c'est important. Voilà, c'est important, c'est important. C'est important. Je pense que pour le Sénégal, j'ai deux réflexions en fait sur le truc du Sénégal, sur la situation du Sénégal par rapport au FMI. La première réflexion, en fait, je pense que c'est la naïveté. La naïveté, en fait, des personnes qui sont arrivées finalement, qui sont là. C'est-à-dire que je le dis vraiment de manière sans aucune arrogance, c'est-à-dire de manière simple, c'est une naïveté. C'est-à-dire que à ce niveau de responsabilité, et là je rejoins, les implications en fait sont tellement énormes que, c'est-à-dire que au nom de l'honnêteté, ce qui est louable, hein, question morale, on fait en fait, c'est-à-dire que faire les déclarations de ce qu'ils ont fait, pour moi en gros c'est la naïveté, parce que pour ce que le Sénégal en fait puisse se faire, il faut que l'ensemble du pays, du monde entier, les 180 pays en fait puissent le faire. Or que ce n'est pas le cas. Donc ça c'est le premier élément de réflexion. Deuxième élément de réflexion, c'est au niveau de la continuité de l'État, l'intérêt supérieur de la nation. Je trouve justement que la noblesse des politiques, la grandeur d'un homme politique, justement, c'est de pouvoir discuter en fait avec les personnes que vous avez combattues. Je me suis toujours posé la question, pourquoi l'équipe actuelle ne s'était pas rapprochée avec l'équipe précédente, justement au nom de l'intérêt supérieur de la nation qui est le Sénégal, en disant, écoutez, nous avons trouvé des anomalies, vous avez négocié pour le Sénégal plus de 1,3 milliard de dollars pour être décaissé pour le Sénégal. Nous avons demandé, parce que vous êtes partis, vous avez pris des choses, mais nous, en fait, nous assurons la continuité de l'État. Nous avons trouvé beaucoup d'incohérences. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ensemble, justement, pour qu'on y ait ensemble, pour qu'on puisse être décaissé? Du moins, pour que cet argent-là, en fait, puisse être décaissé. Pour moi, c'était ça que j'attendais. Donc c'est un jeu auquel on n'est pas habitué. Non, mais justement, pourtant, les conditions sont réunies. Non, mais en fait, c'est pour ça que je dis que moi, je pose ma réflexion au nom de ça. Au nom de l'intérêt supérieur de la nation. C'est-à-dire qu'être politique, c'est bien finalement de se chamailler. Mais à un moment donné, quand vous arrivez à la responsabilité, c'était ça. Donc, il aurait fallu donc pour moi que le président Diomaye et que M. Ousmane Sonko puissent s'asseoir avec Macky Sall au nom de l'intérêt des Sénégalais pour justement discuter de ça. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? C'est-à-dire que là, Adama parlait de flou, moi je vais aller plus loin. Il n'y aura plus d'argent en fait. C'est ça en fait la réalité. C'est-à-dire que là on est enregistré, on peut regarder. Pourquoi on n'aura plus d'argent? Quand vous allez voir des gens qui vous prêtent de l'argent, je mets au défi qui que ce soit, vous allez voir la banque. La banque vous dit, ok, vous voulez emprunter combien? Ouais, je vais emprunter 100 millions. La banque dit, amenez vos états financiers. D'accord? Certifiés. Maintenant, vous revenez par la suite, il y a un de vos associés qui dit, non, écoutez, finalement, vous savez, les états financiers certifiés, là, c'est chaud. C'est chaud. Ils ont triché, c'était pas le bon chiffre. Est-ce que vous pensez sincèrement, la banque va vous dire, merci, vous êtes honnête, c'est là, je dis en fait, naïveté, sincèrement, c'est très bien, tout ça. Mais est-ce que vous pensez que la banque qui était prête à vous donner 100 millions va vous redonner finalement les 100 millions? Et c'est ça qui arrive au Sénégal, en fait. C'est-à-dire que quand le FMI a un langage policier, et puis je finis dessus, dire finalement qu'ils vont reporter au mois de juin les 1,3 milliard, on n'aura plus les 1,3 milliard. On aura peut-être 300 millions, peut-être 200 millions, 100 millions, mais on n'aura plus jamais les 1,3 milliard parce que vous ne présentez pas les conditions pour que vous puissiez en fait rembourser les 1,3 milliard. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai dit en fait, c'est que c'est une naïveté, du moins de la part finalement des dirigeants, et j'allais même dire une faute quelque part en fait, parce que au nom de l'intérêt supérieur de la nation, pour moi, on aurait dû dire, parce que nous, ce qu'on pense, c'est quoi? Les autres ailleurs. Ils trichent, en fait, quelque part. Tout le monde triche, en fait. C'est ça que je suis en train de dire. Il n'y a personne qui est honnête à 100%. Mais nous, au nom de cette honnêteté, on s'est juste, en fait, privé de beaucoup de choses. Donc, c'est un peu compliqué. Pour un dernier coup de table. Moi, je dirais aussi, pour ajouter à ce que Rivo dit,
il y a quand même échange, puisque l'actuel ministre des Finances était le directeur du budget dans le précédent gouvernement. Mais c'est ça que je ne comprends pas, en fait. Et je pense que lui, s'il y avait eu mal, donne et autres, il serait le premier à être au courant. Mais c'est ça qu'on ne comprend pas. C'est pour ça que je dis qu'au nom de la continuité de l'État, Voilà. ils auraient dû gérer ça, non pas de manière publique. Donc je pense que j'aime bien ce que vous dites. Est-ce que c'est de la naïveté? Moi, je pense que non. Il y a des dividendes politiques immédiats quand même à escompter une telle déclaration, puisque nous sommes dans un contexte électoral, et c'était un contexte préélectoral. Donc, il escomptait des dividendes politiques. Peut-être ce qu'il a dit c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. En tout cas, c'est à la Cour des comptes de trancher. Mais les dividendes politiques sont réels. Maintenant, est-ce que les dividendes économiques et financiers le seront? Bien, on va voir. Mais maintenant, pour un dernier tour de table, au vu de tout ce qui a été dit, quelles sont les possibilités qui s'offrent aux États africains de trouver d'autres sources de financement, que ce soit le FMI ou la Banque mondiale ou autre organisme international? Ben, je vais te répondre. Développe ton économie. Développe ton économie. Aussi simple. C'est justement comment, très bonne question, développe ton économie. Comment une économie se fait? Une économie se fait avec des entreprises. Mets en place des dispositifs qui favorisent en fait l'entrepreneuriat. Pas ce qu'on voit là. Pas ce qu'on voit là. Auto-entrepreneuriat, plein de trucs. Non, l'entrepreneuriat. Souvent on dit, il faut qu'on s'industrialise. Mais pour industrialiser, Madjigen, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des industriels. Où sont nos industriels? Au Sénégal, on peut les compter sur une doigt d'une main. On peut les compter demain sur une doigt d'une main. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas avoir le FMI, c'est ça. Les autres pays, regardez, il n'y a pas de miracle, en fait. Il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire que les autres ont construit. Les Chinois, comme j'ai souvent l'habitude de dire, ils ont sorti 600 millions de personnes de la pauvreté. C'est pas, dans l'absolu, pour eux, c'était un vrai challenge. Mais pourquoi? Parce qu'ils savaient que dans les 600 millions, il va y avoir finalement beaucoup d'entrepreneurs qui vont bâtir finalement leur économie. Est-ce qu'aujourd'hui, la Chine, on a ce même problème finalement demain qu'on a avec la Chine? On peut faire la même chose pour la Corée, on peut faire la même chose demain pour tous les pays asiatiques, demain comme le Japon, comme la Turquie, etc. Et tout. Donc, bâtissons notre écosystème via des entreprises viables. Mettons en place des politiques fiscales, non pas finalement confiscatoires, mais simplifiées. Réformons la fiscalité. Est-ce que c'est normal qu'au Sénégal, dans un pays où 99% du moins de l'écosystème est informel, vous avez un code des impôts qui fait quasiment plus de 1000 pages? C'est pour qui tout ça en fait? C'est ça qu'il faut faire. Si on a ça, cette question-là, en fait, demain, ne sera pas posée. Déjà réglé. Adama, votre avis sur la question? Oui, je suis très heureux d'entendre vous parler parce que je pensais qu'il allait dire qu'il fallait rejoindre les BRICS. Aussi. Ou recréer le mouvement des non-alignés et des non-indignés. Oui, bien sûr. Porter plainte contre ceux qui complotent contre l'Afrique. Oui. Mais c'est vrai, vous avez vraiment raison. Il faudrait réformer nos fiscalités. Je parle des 54 pays africains. Il n'y a pas que ça, mais vraiment l'écosystème pour développer. Je pense que les réformes, une fiscalité inclusive est plus que nécessaire. Parce que quand vous avez aussi des taux de l'impôt sur la société qui dépassent 30%, qui atteignent 35%, là où les pays de l'Europe de l'Est sont à des niveaux de 20-22%, ou parfois même 10 et 15, là où Maurice est à 15%, vous allez, la réponse, elle coule de source. Regardez Maurice. 15%, mais ils ont un système de sécurité, un système de couverture universel pour tout le monde, une école performante, donc une économie très inclusive finalement. Alors que nous sommes à 2 fois, à 30% et quelques, ça crée de l'éviction fiscale. Il y a très peu d'entreprises qui viennent se mettre sous l'ombrelle sauf demander des exonérations fiscales multinationales et de la fiscalité. Donc la fiscalité devient exceptionnelle. Je pense qu'en baissant suffisamment les taux, on va élargir l'assiette horizontalement. Et simplifier surtout. Simplifier et surtout tenir compte que le Sénégalais est un auto-entrepreneur en puissance. Donc ça, c'est des choses qu'on doit inclure dans le nouveau code du travail, dans le futur code des impôts, bon, pas le Sénégalais, mais l'Africain. L'Africain, d'une manière générale, c'est un auto-entrepreneur en puissance. Donc, il faudrait un code des impôts souple, adapté. Et deuxièmement, il y a les notions de télétravail. Ça a été discuté il y a une semaine à Afrique Talent, qui vient de se tenir à Dakar. Donc, il faudrait aussi tenir compte des innovations technologiques introduites. Le travail aujourd'hui se fait principalement pour le service, en tout cas à distance.
Donc il y a quand même pas mal de réformes. En fait, il faut que chaque réforme soit fille de son temps. Il faut s'adapter. Les coûts de facteurs diminuent de manière drastique parce que tout simplement, il y a eu des sauts technologiques mais qui doivent se refléter dans nos textes et dans nos obligations légales et pour que nous restons compétitifs. Il y a tout un travail à faire, tout un toilettage, pas seulement pour l'Afrique de l'Ouest, mais aussi pour le reste de l'Afrique. En tout cas, merci Adama, merci Rivo d'avoir été sur ce plateau pour cette tour de table sur le FMI. Merci à nos internautes d'avoir été avec nous. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du Grand Débat. Au revoir.